Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de recherche en grande culture biologique organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, université qui, je vous le rappelle, fête ses 40 ans cette année. Je me nomme Geneviève Descaries, je suis conseillère en communication au service des communications et du recrutement de l'UQAT et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous aurez la chance, au cours de la prochaine heure et demie, de découvrir les récentes avancées dans le secteur des grandes cultures biologiques au Québec, mais aussi en Abitibi-Témiscamingue. Les 3 présentations de ce webinaire porteront sur la durabilité des entreprises, les coûts de production des grains et la vulnérabilité des cultures face au changement climatique. Avant d'aller plus loin, j'invite la vice-rectrice à l'enseignement, à la recherche et à la création, Madame Manon Champagne, à vous adresser quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous ce midi dans le cadre de ce webinaire portant sur la recherche en grande culture biologique. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous cet espace virtuel afin d'en apprendre davantage sur les avancées dans le développement éco-responsable de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue. L'UQAT, à travers son centre du Témiscamingue, occupe une place centrale dans le paysage régional. Notre institution, profondément enracinée dans sa communauté, bénéficie d'un environnement exceptionnel pour mener à bien ses missions d'enseignement et de recherche en agriculture. Grâce à ses expertises reconnues mondialement dans plusieurs domaines, l'UQAT s'illustre tant par ses nombreuses collaborations qu'à travers l'excellence de ses travaux de recherche. Notre université s'engage à créer, transmettre et mobiliser un éventail de connaissances afin de contribuer au développement des compétences nécessaires à l'épanouissement individuel, mais aussi à la prospérité collective, aussi bien localement qu'à l'échelle nationale et internationale. Cette année, nous l'avons mentionné, nous célébrons avec fierté les 40 ans de l'UQAT. 40 ans à défier l'impossible et plus d'une décennie de recherche en agriculture consacrée à des projets essentiels pour les agriculteurs et agricultrices, ici et dans le monde entier. Je suis convaincue que notre université continuera de défier l'impossible en élaborant des solutions novatrices et en abordant de manière proactive les enjeux environnementaux qui se présentent à nous et qui sont nombreux. Ainsi, aujourd'hui, 3 chercheurs et chercheuses de l'unité de recherche en développement agroalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue vous partageront leurs projets, mais surtout leur passion. Leurs travaux, axés sur notre vaste territoire régional, mettent en lumière des modèles agricoles et agroforestiers durables, témoignant ainsi de notre volonté et de notre engagement envers un avenir plus vert et plus responsable. Je vous laisse les découvrir et je vous souhaite un webinaire des plus enrichissants. Merci. Merci beaucoup, Madame Champagne. Par ailleurs, le projet de filière en grande culture biologique est un projet de la grande campagne Bâtir l'avenir maintenant, qui est de la Fondation de l'UQAT. Et l'un des partenaires majeurs de cette campagne, mais aussi de ce projet, est Desjardins, qu'on remercie chaleureusement aujourd'hui. Juste avant de débuter, je vous rappelle maintenant en fait que la présentation sera d'une durée d'environ 1h10, suivie par une période de questions de 10 à 15 minutes. Je vous invite donc à poser vos questions en utilisant l'outil questions-réponses situé juste au bas de votre écran. La conférence est également enregistrée et sera disponible prochainement sur la page web de l'URDAT, où vous trouverez d'ailleurs tous les enregistrements des webinaires passés. Nous accueillerons pour débuter le professeur Terence Epul. Monsieur Epul est professeur-chercheur en sciences de l'agriculture en contexte de changement climatique à l'URDAT. Je lui cède maintenant la parole et vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup d'avoir venu participer à ce webinaire de l'URDAT. Mon nom, c'est Terence Epul. Je suis professeur à l'unité de recherche et développement agroalimentaire ici à l'Université d'Abitibi-Témiscamingue. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma recherche qui sera intitulée « Vulnérabilité des rendements de l'orge aux précipitations des saisons de croissance et à la capacité de l'adaptation au Québec ». Donc, l'ordre de la présentation sera comme suit: l'introduction, la méthodologie, résultats et les défis. Donc, le changement climatique
est incontestable, comme on le voit sur cette figure qui est déjà là. Il y a beaucoup de rapports qui ont déjà été écrits pour indiquer que dans le monde, il y aura des tendances de changement des précipitations et des températures. Au Canada, on a connu une augmentation de la température de environ 0,5 à 1,5 dans le XXe siècle. Le réchauffement le plus important ayant eu lieu en hiver et en printemps. Au Québec aussi, la température moyenne devrait augmenter de moins 1,4 en 2023 à 0,7 en 2060 et à plus que 3 degrés en 2100. Les trajectoires socio-économiques partagées de la GIEC et le CIMEPSIS nous donnent toutes ces informations. Il est de plus en plus évident partout au Québec que le nombre de jours de température hivernale inférieure à moins 25 degrés diminue d'environ 31 jours en 2023 à 16 jours en 2060. Cette tendance davantage nous donne des informations qui peuvent nous permettre à comprendre la relation entre le système de culture et le climat. Si on regarde les données spécifiques au niveau du Québec, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que pendant les saisons de croissance de l'orge, par exemple, qui inclut la saison, le printemps, l'été et l'automne, il y a une forte variation des températures et des précipitations. Si on considère les données qui viennent de Renanus aussi par rapport à CIMEP 5, entre 1991 à 2020, il y a une forte indication que le changement climatique est réel. On observe déjà une baisse des précipitations du sud vers l'ouest, du ouest vers le nord, et il y a aussi une augmentation vers le sud et il y a une augmentation vers l'est de la province. Au niveau de la région de Abitibi-Témiscamingue, si on considère les données de précipitations saisonnières de CIMEPSIS, entre 1991 à 2020, on considère un scénario qui est basé sur les données de SSP, qui sont les Shared Socio-Economic Pathways. On observe aussi que ce qui se passe au niveau provincial est vraiment similaire à ce qui se passe au niveau régional. C'est-à-dire, il y a une diminution des précipitations vers le nord de cette région et vers l'ouest de cette région. Pourtant, le sud de la région d'Abitibi-Témiscamingue et l'est ont une augmentation de la précipitation. Donc, en raison de sa grande dépendance au climat, le secteur agricole continue à figurer parmi les secteurs les plus vulnérables au changement climatique. Cependant, le GIEC note que d'autres variables sont aussi importantes. Ce n'est pas juste les variables climatiques qui impactent la vulnérabilité des systèmes de culture, mais aussi les variables socio-économiques ou des conditions socio-économiques des entreprises et des fermiers. Par conséquent, le GIEC a recadré les composants de la vulnérabilité en incluant la sensibilité, l'exposure et la capacité de l'adaptation. C'est quoi la vulnérabilité? La vulnérabilité reflète le degré auquel un système de culture est susceptible au changement climatique ou à la variabilité climatique. Pourtant, la sensibilité, qui est un composant de la vulnérabilité, reflète le baisse mesurable des rendements des cultures à cause d'un choc climatique. L'exposure décrit l'étendue de la nature des stimulus reflétés dans l'ampleur, intensité et la durée du déficit hydrique. Pourtant, la capacité d'adaptation est basée sur les proxys de la capacité d'adaptation qui sont formés dans les variables socio-économiques comme la pauvreté et l'alphabétisation. Cette étude, donc, vise à dresser un portrait provincial de la vulnérabilité de l'orge à travers le Québec.
Donc, au niveau des données, on a utilisé des données climatiques pour tourner l'aspect de l'exposure, c'est-à-dire l'indice d'exposition. Là, toutes ces données climatiques ont été trouvées du site web de l'Uranus. Donc, pour être en mesure de bien représenter les variables climatiques, on s'est basé sur les données de précipitation pendant la saison de croissance des logés, comme on voit sur cette graphique qui est présentée. Donc, au niveau d'autres données de rendement, on a utilisé des données de rendement historiques qui proviennent de l'Institut de statistique du Québec. Les données aussi de la capacité d'adaptation ont été basées sur des proxys de la capacité d'adaptation, y compris la pauvreté et le taux de l'alphabétisation qui ont été recueillis du site web de l'Institut de statistique du Québec. Pour les analyses, on a utilisé l'indice composite de la vulnérabilité qui a été créé en 2017. Cet indice de vulnérabilité indique que la vulnérabilité est composée ou gérée par la relation entre la sensibilité plus l'exposure moins la capacité de l'adaptation. Comment est-ce qu'on a tourné l'indice de sensibilité? Les données du rendement ont été utilisées pour calculer une déviation des données réelles parce qu'on sait que les données de rendement sont souvent impactées par les aspects technologiques. Le rendement projeté et les cultures ont été ensuite calculées, utilisant l'équation que vous voyez à vos écrans. La sensibilité, donc, a été calculée en divisant le rendement projeté par le rendement actuel. Au niveau de l'indice d'exposition, on a utilisé essentiellement les données climatiques. Là, on a divisé les données climatiques de la saison de croissance des logés par les données climatiques de l'année pour avoir l'indice d'exposition. Pourtant, l'indice de capacité de l'adaptation a été calculé basé sur des proxys de la capacité d'adaptation, y compris la pauvreté et l'alphabétisation, comme vous le voyez sur l'équation sur votre écran. Pour les résultats, on constate que au niveau de la capacité de l'adaptation joue un rôle vraiment important au niveau de la vulnérabilité, parce que la vulnérabilité inclut 3 variables: la sensibilité, l'exposure et la capacité de l'adaptation. C'est vrai qu'il y aura souvent des chocs climatiques, mais ce qui va déterminer la vulnérabilité sera, le variable le plus important sera la capacité de l'adaptation. Sur cette figure que vous voyez là, sur votre écran, on constate que pour toutes les régions du Québec, les régions qui ont de plus hautes capacités d'adaptation sont les régions centrales du Québec. Comme vous voyez dans votre écran, on a Montréal, Laval, ainsi de suite. Mais les données nous montrent que là, le climat n'est pas assez chaud, mais il y a un problème, il y a aussi une situation qui provient d'une augmentation de la capacité d'adaptation qui est liée à un taux de pauvreté entre les cultivateurs qui est moins haut. Si vous regardez l'autre graphe sur l'indice de vulnérabilité, on constate, et ça corrèle vraiment avec l'autre graphe qui nous montre que les régions qui ont un taux de vulnérabilité le plus moins au Québec, ce sont des régions qui ont une capacité d'adaptation qui est plus haute. Donc, il y a une très bonne corrélation entre la capacité d'adaptation et l'indice de vulnérabilité. La carte du Québec qu'on a nous donne des résultats qui est similaire à ce qu'on vient de voir déjà dans nos hypothèses, qui indiquent que quand on quitte, c'est-à-dire le sud du Québec, par exemple, Montréal, Laval, Montérégie, ont des vulnérabilités qui sont moins relatives aux régions périphériques. C'est ça que cette carte essaie de nous présenter. Donc, quand on quitte le sud du Québec vers l'ouest et vers le nord, on constate une diminution de la capacité d'adaptation et augmentation de la vulnérabilité.
Ici, si vous regardez les graphiques, les relations entre la capacité d'adaptation et l'exposition, ça confirme les résultats qu'on a déjà. On constate que quand la capacité de l'adaptation augmente, il y a une réduction de l'exposure. Là, l'exposure et la vulnérabilité et la sensibilité ont une tendance d'aller vers une même direction. C'est la même chose quand on regarde la relation entre la capacité de l'adaptation et la vulnérabilité. Quand on augmente la capacité de l'adaptation, il y a une réduction de la vulnérabilité qui supporte notre résultat qu'on avait présenté, qui indique que quand il y a une augmentation de la vulnérabilité vers le nord du Québec, par exemple, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une diminution de la capacité de l'adaptation. Donc aussi, on note ici la relation entre vulnérabilité et d'autres variables comme sensibilité, exposition et capacité d'adaptation. Donc, il y a une relation directe entre l'indice de vulnérabilité et la sensibilité. Même chose avec l'exposure, mais il y a une relation inverse avec l'indice de vulnérabilité et la capacité d'adaptation. Donc, tous ces graphiques sont là pour supporter nos résultats avec différentes corrélations. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est nécessaire de réduire la vulnérabilité dans les régions périphériques et améliorer l'accès aux entrants de culture et l'information, parce que les aspects de pauvreté et l'alphabétisation sont gérés par ces variables-là. Les rendements sont souvent déterminés par une combinaison de facteurs climatiques et non climatiques. Donc, il est très important de ne pas juste regarder le climat, mais aussi de regarder les conditions sociodémographiques des fermiers ou des entreprises. En termes de vulnérabilité, les conditions socio-économiques jouent un rôle vraiment important parce que le stress climatique serait toujours là. Ce qui va déterminer la résilience ou la vulnérabilité sera la capacité d'adaptation, la pauvreté ou le taux de l'alphabétisation, l'information et accès aux entrants qui vont créer la résilience. Il est important d'introduire d'autres types d'études ou d'autres variables parce qu'ici, on s'est basé seulement sur la pauvreté et le taux d'alphabétisation. Il est aussi nécessaire de faire d'autres études sur l'impact économique du changement climatique, sur le rendement, mais aussi sur les programmes qui soutiennent les fermiers ou les entreprises et d'avoir des analyses socio-économiques pour les fermiers ou pour les entreprises agriculture pour mieux comprendre dans chaque région quelles sont les variables qui sont les plus importantes pour s'assurer que l'adaptation au changement climatique se base sur les variables qui sont à un contexte spécifique pour chaque région. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, professeur Terence Epul, professeur à l'URDAT. Donc, j'invite maintenant Stéphanie Lavergne. Madame Lavergne est agronome, mais aussi candidate au doctorat en agriculture et agente de recherche en grande culture biologique à l'UQAT. Donc, je lui cède maintenant la parole. Oui, bonjour à tous. Bien heureuse d'être présente aujourd'hui. Dans le fond, il faut vous présenter la synthèse de la première année du réseau d'innovation en grande culture biologique de la Abitibi-Témiscamingue. Le projet, c'est un projet qui part en fait de la planification stratégique de la MRC du Témiscamingue qui avait identifié l'agriculture biologique comme étant un pôle d'excellence en agriculture innovante. La position de la MRC du Témiscamingue a amené la première phase du projet qui a eu lieu de 2020 à 2023, qui nous a permis en fait de connaître la filière des grandes cultures biologiques pour nous permettre d'élaborer un plan de développement. Puis, suivant l'élaboration du plan de développement, on a mis en place des actions pour contribuer au développement de la filière dont fait partie le réseau de fermes innovantes en grande culture biologique. Donc, le réseau de fermes d'innovation, son principe, c'est vraiment un principe de co-développement où les agriculteurs, les producteurs sont au centre des discussions puis permettent de faire avancer les choses sur le territoire. Donc, on part vraiment des préoccupations territoriales dans la région. Les objectifs du réseau sont de former des entrepreneurs sur la régie des grandes cultures biologiques, sont également de former les gestionnaires, donc les entrepreneurs, pas juste au niveau des pratiques techniques au champ, mais également avec des indicateurs économiques, donc pour vraiment voir comment leur entreprise se situe.
de favoriser le co-développement de l'innovation des entreprises, notamment par les essais de recherche, de développer une communauté d'entreprises durables par des indicateurs de durabilité, de développer également des outils pour faire la conversion. Donc, non seulement travailler avec les producteurs qui sont en régie biologique actuellement, mais de travailler avec les producteurs qui souhaitent faire la conversion et leur donner les outils nécessaires pour le faire. Puis, de déterminer, en fait, les délais de rentabilité pour les producteurs, justement, qui font cette transition-là, de pouvoir voir avec eux, c'est à quel moment ils retrouvent une certaine stabilité économique dans un changement de système. Donc, on a plusieurs activités qui se font au sein du réseau. On a notamment le diagnostic, la durabilité. Donc, on prend les entreprises à leur arrivée dans le réseau, puis on fait un premier diagnostic avec eux. On regarde la durabilité non seulement du point de vue social, mais également environnemental et économique. Je vais en parler plus tard. On a des rencontres de réseautage, les rencontres qui nous permettent vraiment d'échanger avec les producteurs pour voir chaque action, comment ça les impacte, mais voir aussi par où qu'on va pour la suite. On a les essais d'innovation qui partent en fait des rencontres de réseautage avec les producteurs et les activités de formation pour leur permettre d'amener des nouvelles informations. Donc, je vais vous présenter en fait, en résumé, un peu les actions qui se sont faites de 2022 à 2023 pour la mise en place du réseau. Donc, pour l'année 2023, on avait 12 entreprises sur le réseau. Parmi ces entreprises, on en avait 9 qui étaient certifiées biologiques, une entreprise qui était déjà dans le processus de conversion de l'entreprise, puis 2 entreprises qui démarraient la conversion vers l'agriculture biologique, donc des entreprises conventionnelles. Comme vous pouvez le voir, on est répartis sur l'ensemble du territoire de la Abitibi-Témiscamingue avec au moins une entreprise par MRC de la région. Donc, c'était vraiment un de nos objectifs d'avoir une représentativité de la région. Toutes les entreprises ont eu leur analyse de la durabilité. Pour l'analyse de la durabilité, on a utilisé l'outil qui s'appelle IDEA Québec, donc Diagnostic Indicateur durable des exploitations agricoles. C'est un outil qui a été développé en France, mais adapté pour le Québec, qui permet d'aller évaluer l'entreprise avec des indicateurs qui permettent d'assurer la durabilité, la pérennité de l'entreprise, de voir comment l'entreprise contribue à la dynamique territoriale et comment elle a une responsabilité globale, puis comment l'entreprise préserve les ressources. Donc, c'est vraiment un diagnostic qui a été fait individuellement sur chacune des entreprises qui couvrait ces 3 aspects-là, puis qui a été faite par entrevue avec les producteurs, puis au final, qui donnait vraiment à l'entreprise un portrait au point de départ. Donc, comment l'entreprise se situait, donc avec ses points forts, ses points faibles, puis également avec des indicateurs numériques qui permettaient à l'entreprise de se comparer avec des moyennes provinciales. Suivant les rencontres, suivant en fait le diagnostic, les producteurs ont également développé avec notre coordonnatrice de réseau un plan d'action. Le plan d'action, le but c'était vraiment pour les producteurs de réfléchir aux objectifs qu'ils voulaient accomplir sur leur entreprise basés sur leur diagnostic, puis de cibler des actions qui sont mesurables dans le temps. Puis, basé sur l'ensemble des plans d'action qui ont été réalisés sur les entreprises, les producteurs ont été invités à échanger ensemble pour voir ce qui allait bien sur leur entreprise, ce qui allait un peu moins bien, de voir ce qui pouvait être changé, puis de prioriser ensemble des solutions, ce qui a mené, en fait, aux différents essais de recherche. Parmi les objectifs qui sont revenus principalement sur l'ensemble des 12 entreprises, la plupart des entreprises voulaient améliorer en fait leur profitabilité, réduire leur endettement. Des enjeux notamment au niveau de la santé des propriétaires, donc ça fait partie des objectifs que les producteurs voulaient accomplir dans leur plan d'action. Puis également, la majorité des producteurs avaient comme objectif de favoriser la santé de leur sol et avoir des sols qui sont plus productifs. Donc, basé sur les échanges qu'on a eus avec les producteurs, on a proposé 6 essais d'innovation que je présente ici, que vous pouvez voir, sur lesquels
3 ont été retenus par les producteurs. Donc, en 2023, on a eu un essai sur la fertilisation du chanvre, un essai sur les cultures de couverture en dérobé, ainsi qu'un essai sur l'autosemence des céréales. Donc, je vais vous les présenter brièvement avec les résultats qu'on a eus pour l'année 2023. Pour ce qui est de la fertilisation du chanvre, c'est un essai qui entre en concordance avec l'objectif numéro 1, donc d'augmenter la rentabilité des entreprises agricoles. Vous allez le voir avec les travaux de Catherine, le chanvre, c'est une culture qui est relativement payante dans la région. Par contre, on se pose encore des questions par rapport à ces régies, dont une question par rapport à la dose optimale d'azote à apporter. Avec les producteurs, on a établi des parcelles qui nous ont permis de mesurer la concentration d'azote du sol, le rendement du chanvre, mais également le suivi des mauvaises herbes. Donc, sur chacune des entreprises, donc on avait 3 entreprises cet essai-là. Sur chacune des entreprises, on a établi des essais de fertilisation où on a testé 5 traitements. Un traitement sans fertilisation, donc un témoin, ainsi que 4 doses d'azote différentes, donc un 50 kg à l'hectare, 100 kg, 150 et 250 kg à l'hectare. Les sacs, et c'est du fumier de poulet composté qu'on a utilisé, les sacs ont été pesés directement dans nos laboratoires à l'URDAT pour vraiment avoir des doses précises amenées sur chacune des entreprises. Puis le dispositif ressemble un peu à celui-ci. Donc, on avait vraiment des petites parcelles établies au champ qui ont été appliquées à la main par notre équipe, suivant le semis des producteurs. Je vais vous présenter 2 cas types sur l'essai qu'on a eu sur 2 entreprises au Témiscamingue. Donc, le premier exemple au Témiscamingue, c'est une culture de chanvre qui a été cultivée sur un retour de chanvre. Le cultivar était le Grand Mât. On avait un taux de semis de 34 kg à l'hectare. Le semis a été effectué le 10 juin, puis récolté le 26 septembre. Donc, je vais vous demander de vous porter une petite attention à la bande en vert qui est notre témoin sans fertilisation. Donc, avec l'écart, donc l'erreur type, on voit que lorsqu'on apporte 50 kg d'azote, on n'a pas nécessairement de différence entre notre témoin non fertilisé et le part de 50 kg d'azote. Par contre, lorsqu'on apporte plus d'azote, donc de 100 à 200 kg d'azote, on voit qu'il y a une différence des rendements de chanvre sur cette entreprise. L'histoire est tout autre, par contre, sur une deuxième entreprise au Témiscamingue, où là, on était sur une culture antérieure d'une demi-jachère d'avoine et de pois, donc d'un engrais vert. La régie est relativement la même. On voit que le taux de semis est similaire avec 35 kg de semences par hectare, une date de semis similaire également, puis un moment de récolte aussi. Mais ici, encore une fois, en se basant sur notre colonne verte, qui est notre témoin, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les traitements, probablement justement expliquée par notre demi-jachère de notre engrais vert, qui a eu un effet en fait sur l'ensemble, un arrière-effet en fait sur l'ensemble des traitements. Donc, l'essai de chanvre va être répété cette année pour nous permettre de décortiquer un peu plus ces résultats-là. Donc, et il nous reste également des résultats d'azote minéral du sol à avoir pour savoir un peu où l'azote se trouvait à la fin de la saison. Pour ce qui est de l'essai d'autosemence, l'objectif était de déterminer la possibilité de faire des grains d'autosemence dans la région. Donc, pour cet essai-là, on a regardé l'établissement du couvert, l'établissement des mauvaises herbes, puis également le rendement, la qualité du grain. Le semis était effectué par les producteurs. C'est des semis en bandes alternées, donc les traitements se répétaient dans le champ. On a fait l'essai pour l'avoine, pour le blé et pour l'orge. Aujourd'hui, je vais vous présenter des essais qui ont été faits, un essai qui a été fait avec l'avoine. La pertinence de vous présenter cet essai-là aujourd'hui, c'est que le producteur a décidé non seulement de comparer l'autosemence, donc les grains qu'il y avait déjà à la ferme avec le cultivar commercial correspondant, mais aussi décidé de comparer un taux de semis différent de l'autosemence, donc pour voir s'il y avait une valeur ajoutée à augmenter le taux de semis.
Voici les 3 traitements. Donc, on a un autosemence avec un taux de semis régulier, un autosemence avec un taux de semis qui est augmenté à 140 kg par hectare et la semence commerciale qui est l'avoine Orin qui a été semée au même taux de semence que le traitement A. À noter ici que les taux de semis ont été quand même faibles, qui ne sont pas nécessairement des taux de semis qui seraient recommandés dans la région. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à la levée des plants, donc après le semis, un coup que les plants ont levé à peu près au stade 3 feuilles, on a comparé en fait le nombre de plants par mètre linéaire. Puis qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'il y a un avantage pour le producteur au moment de la levée d'avoir semé plus fort le traitement d'autosemence à 140 kg à l'hectare comparativement au taux de semis régulier. Toutefois, cet avantage se perd au moment du rendement. Donc, au moment de prendre les rendements, il n'y avait pas de différence entre les 3 traitements. Donc, le fait d'avoir semé plus fort ne s'est pas reflété sur les rendements de l'avoine. Puis, également, un fait intéressant, il n'y a pas de différence non plus entre le taux semence du producteur et la semence commerciale achetée dans le cadre de cet essai. Donc, le dernier essai, et non le moindre, c'est un essai pour les cultures de couverture en dérobé. Le but avec cet essai-là, en fait, il s'inscrivait dans l'objectif 3 qui était de favoriser la santé des sols. Puis le but avec l'essai, c'était de voir s'il y avait des mélanges de cultures de couverture qui étaient plus adaptés à la région. Donc, les cultures en dérobé, leur objectif principal, c'est de couvrir le sol durant la période de non-culture. Donc, les cultures de couverture, c'est des cultures qui ne rapportent pas aux producteurs au niveau monétaire. Donc, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de grains à vendre, mais ils apportent des services comme protéger les sols. Dans le cadre de l'essai, le but, c'était de voir est-ce qu'on était capable de les semer assez tôt en saison, suivant la récolte d'une céréale qui était récoltée plus tôt ou suivant des travaux de nivellement. Puis on a regardé l'établissement encore de la culture de couverture, les mauvaises herbes, la biomasse également, puis la teneur en azote et la biomasse des cultures de couverture à l'automne. Puis le but aussi avec cet essai, c'est de voir cette année l'arrière-effet en fait des cultures de couverture sur les rendements de la culture suivante. Donc ici, je vais vous présenter les différents traitements. Donc on avait un pois fourragé pur, un mélange d'avoine pois, un mélange d'avoine pois radis, ainsi qu'un témoin sol nu. Les semis ont été effectués par le producteur, tout comme l'essai d'autosemence, c'était des bandes alternées des traitements, puis on visait un taux de semis de 90 kg à l'hectare. Donc ici, on peut voir la mise en place de l'essai par les producteurs au champ. Aussi vous dire, le semis finalement s'est fait plus tardivement que prévu, donc on parle d'un semis à la mi-septembre. Par contre, on a été chanceux cette année. On a eu un automne assez clément. Donc, le couvert végétal a pu facilement pousser jusqu'au début novembre. Les résultats que je vous présente ici, c'est la biomasse du couvert végétal en kilogrammes à l'hectare. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, effectivement, la biomasse est assez faible. Par contre, lorsqu'on regarde le mélange avoine-pois-radis, on voit qu'il y a eu une biomasse du couvert végétal qui était plus importante que les 2 autres traitements, entre autres par la tolérance du radis aux conditions plus froides de l'automne. Ici, vous pouvez voir un peu à quoi ressemblait le couvert végétal au moment de l'échantillonnage. Par contre, fait inusité sur cet essai, dans le champ où on était, le producteur avait laissé des bandes non travaillées de sol, puis il y a eu une repousse d'orge-pois volontaire, donc les résidus de la batteuse, en fait, qui ont produit un couvert végétal très intéressants, qui sont en fait une culture de couverture, ce qui nous amène en fait à regarder pour les prochaines années, regarder justement ces battages, les rejets de battage, mais également les semis de culture à la volée qui ne demandent pas un travail de sol au préalable. Donc, qu'est-ce qui nous reste à venir par rapport à cet essai? C'est les analyses de carbone et d'azote pour pouvoir prédire les apports en azote pour la culture suivante. Pour 2024, on a fait le recrutement de nouvelles entreprises. On fait également les budgets partiels pour les essais pour non seulement donner des valeurs agronomiques, mais également des valeurs économiques aux essais pour les producteurs.
On a également des formations qui sont prévues, puis des discussions pour avoir une formule de mentorat avec les producteurs dans le réseau. Comme je l'ai mentionné, on a des plus jeunes producteurs et des producteurs un peu plus expérimentés, puis voir un peu comment favoriser les échanges entre ces deux catégories de producteurs. Puis on est en train de choisir les essais pour la prochaine saison. On a également des équipements qui sont arrivés au centre du Témiscamingue qui vont nous permettre d'aller pousser les essais un peu plus loin, puis ils vont nous permettre également d'offrir de nouveaux services aux producteurs de la région. Puis je vous invite à rester à l'affût. Nous prévoyons faire une journée champ en juillet 2024 sur une des entreprises du réseau en Abitibi-Ouest. Donc, j'aimerais remercier les partenaires qui financent ce réseau, puis rappeler qu'on fait partie, le projet fait partie de la campagne majeure de la FUCAT. Merci beaucoup, Madame Labergne. Nous avons des présentations aujourd'hui des plus enrichissantes et je vois déjà des mains levées dans le clavardage. Je vous rappelle que vous allez pouvoir poser vos questions dans l'outil questions-réponses au bas de votre page à la fin de toutes les présentations. Donc, on est déjà rendu à la dernière présentation de ce webinaire. J'invite maintenant Catherine Terrien qui, elle aussi agronome, est chargée de projet en agroéconomie, coordonnatrice du réseau de fermes en grande culture biologique à l'UQAT. Bonjour, Madame Terrien, je vous laisse la parole. Bonjour, merci. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi pour venir vous présenter les résultats de notre étude sur les coûts de production des grains en Abitibi-Témiscamingue réalisée par modélisation d'entreprise type. Le plan pour la présentation aujourd'hui, je vais faire une brève description de l'origine de l'étude. Je vais vous présenter les modèles qu'on a bâtis pour calculer nos coûts de production. Ensuite, je vais vous présenter les différentes données technico-économiques qu'on a retenues, puis finalement terminer avec les résultats et notre petit diagnostic. Donc, le projet de... OK. Excusez-moi, je suis à la bonne diapo? OK. Désolée. Donc, le projet, il s'inscrit dans... L'étude de coût de production s'inscrit dans le projet de l'UQAT, dans la première phase, le projet de l'UQAT qui vise le développement de la filière des grandes cultures biologiques en Abitibi-Témiscamingue. L'objectif de l'étude de coût de production, c'était de poser un diagnostic sur la rentabilité des entreprises actuelles en région. C'était de comparer la production sous régie biologique à la production sous régie conventionnelle. Puis, c'était d'identifier des avenues potentielles pour augmenter les marges bénéficiaires de nos entreprises. Donc, la façon qu'on a bâti nos modèles d'entreprise type, c'est qu'on a séparé le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue en deux en fonction du climat. Donc, on a la zone 2 qui correspond à la zone plus chaude de l'Abitibi-Témiscamingue, puis on a la zone 3 qui est le reste de la région, en fait. Puis ensuite, dans chacune des zones, on a des entreprises qui sont 100% en production végétale, puis on a des entreprises également qui ont des animaux. Pour la taille des entreprises, comme vous voyez, les entreprises en région sont quand même assez petites. Notre entreprise la plus grosse, c'est notre entreprise en zone 2, 100% végétale, avec 250 hectares. Puis notre entreprise la plus petite, c'est l'entreprise en zone 3 avec animaux qui a 100 hectares. Pour les entreprises conventionnelles, bien entendu, les entreprises utilisent des engrais minéraux, puis ceux qui ont des animaux, utilisent également le lisier de leurs vaches. Dans nos modèles, les entreprises qui ont des animaux, c'est des entreprises qui sont en production laitière. Le type de travail de sol que les producteurs font, c'est majoritairement du travail réduit, sauf dans le cas de l'entreprise avec animaux en zone 3. Les entreprises conventionnelles n'utilisent pas de culture de couverture. Ceux qui ont des animaux vont implanter leurs prairies à l'aide d'une céréale en plante-abri. La longueur de la rotation pour les entreprises qui sont 100% végétales, c'est de 4 ans. Ceux qui ont des animaux, c'est de 5 ans. Exactement, oui. Puis, le conditionnement des grains se fait à l'extérieur de la ferme pour tout le monde, même principalement à l'extérieur de la région.
Quand on tombe avec nos modèles biologiques, c'est sensiblement la même chose. Les différences, c'est au niveau de la fertilisation. Là, bien entendu, on n'utilise plus d'engrais minéraux. Donc, on fertilise soit avec du fumier de poule qu'on achète ou fumier de poule acheté plus le lisier disponible sur l'entreprise. En production biologique, on fait moins de travail réduit parce que pour le contrôle des mauvaises herbes, c'est encore pour la majorité des entreprises plus facile là, de continuer à faire du travail conventionnel. On utilise beaucoup de cultures de couverture. Comme on n'utilise pas de pesticides, ben on essaie de couvrir nos sols. Puis pour le reste, là, c'est la même chose au niveau des plantes abris, de la longueur de rotation et du conditionnement. Quand on peut se pencher maintenant sur nos paniers de cultures que nos entreprises produisent. On est allé vraiment avec les cultures les plus populaires selon les données de la financière agricole, puis des consultations là, qu'on a eues avec les producteurs puis les intervenants de la région. Donc, les entreprises conventionnelles, les entreprises en zone 2 sans animaux produisent du blé, du canola, de l'avoine, du soya. Celles avec des animaux fait de l'avoine, du soya, de l'orge en plante abri, puis 2 ans de prairie. Celles en zone 3 sans animaux, du canola, du blé, de l'orge, de l'avoine. Puis celles en zone 3 avec animaux, du canola, de l'orge, de l'avoine en plante abri, puis 2 années de prairie. Quand on arrive en culture bio, on utilise, il y a un marché comme pour le chanvre en bio. Donc l'entreprise en zone 2, 100% végétal fait chanvre, soya, avoine, engrais vert, avec animaux, blé, soya, avoine en plante abri, 2 ans de prairie. En zone 3, sans animaux, blé, grains mélangés, avoine, engrais vert. Puis en zone 3, avec animaux, blé, orge, avoine en plante abri et 2 années de prairie. Vous remarquerez que les entreprises biologiques font plus de canola, même si c'était beaucoup populaire en conventionnel. Puis, c'est à cause qu'il y a plus de contraintes là, en production biologique. Ça prend des zones tampons pour pas qu'il y ait de contamination OGM. Puis également, là, les repousses de canola peuvent être difficiles à contrôler. Au niveau des données techniques, si on regarde les rendements, c'est des rendements moyens là, qu'on obtient en région selon les données là, des programmes d'assurance de la financière. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diminution des rendements en zone 3 par rapport à la zone 2 due au climat, évidemment. L'écart, l'écart, il peut être très grand, comme dans le cas du blé, il est de 28 %, tandis que dans le canola, l'écart il est beaucoup moins grand. Là, on parle de 6 %. Puis aussi, il y a une diminution des rendements quand on est en production biologique. Pour les céréales, on parle d'une vingtaine de %, canola 12 %, soya 6 %. Pour le prix de vente des grains, ben c'est très variable d'une année à l'autre. L'étude a été réalisée pour l'année 2022. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2022, il n'y avait pas un gros écart de prix entre le conventionnel puis le biologique dans le cas de l'avoine puis de l'orge. Par contre, dans le cas de d'autres cultures comme le canola ou le soya, bien là, les écarts sont quand même très grands. Dans le canola, on est quasiment 2 fois plus élevé, puis dans le soya, c'est plus de 2 fois. Donc maintenant, on a déterminé nos entreprises types, on a déterminé quelles cultures qui produisent, on a déterminé nos données technico-économiques comme le prix de vente, les rendements. J'aurais pu vous en présenter d'autres, là, comme les taux de semis ou les quantités d'engrais, mais avec le temps qu'on a aujourd'hui, je vais vous épargner ce niveau de détail-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que quand on arrive aux résultats, c'est qu'en zone 2, pour les marges sur coût variable, c'est plus payant de faire des cultures sous régie biologique que sous régie conventionnelle. C'est bien évident que le choix des cultures impacte largement la marge des entreprises. Donc, c'est ça, le choix des cultures. Ce qu'il faut comprendre en général, c'est qu'en bio, les revenus sont plus élevés parce que les prix de vente, généralement, sont suffisants pour compenser la perte de rendement qu'on obtient.
Mais en 2022, ce n'était pas le cas pour l'orge puis l'avoine parce que, comme je vous ai mentionné, il n'y avait pas un gros écart de prix là, entre l'orge puis l'avoine bio et l'orge puis l'avoine conventionnelle cette année-là. Au niveau des charges, par exemple, en bio, généralement, ça coûte plus cher produire nos céréales qu'en production conventionnelle. Puis, c'est le coût principalement là, de nos fertilisants qui sont plus élevés. Le fumier de poule, c'est très dispendieux. Sinon, ben, les semences aussi ont tendance à être plus chères en production bio qu'en production conventionnelle. Puis, comme on ne peut pas utiliser de pesticides, bien souvent, on va utiliser des cultures de couverture. Puis, ces couverts-là coûtent quand même assez cher à implanter aussi. Donc, dans notre étude, ce qu'on obtenait, c'est que c'était plus payant de faire du blé, du canola et du soya en bio. Par contre, c'était plus payant de faire de l'orge puis de l'avoine en conventionnel qu'en bio. Si on regarde nos marges sur coût variable en zone 3 maintenant, si on regarde au niveau des paniers, bien là, on se rend compte que c'est la production, c'est les entreprises qui sont en production conventionnelle qui sont plus performantes que les entreprises en production bio. Puis c'est vraiment une question de choix de culture à ce moment-là. Si on avait gardé des cultures comme le canola, ou le résultat aurait été différent. Donc, au niveau des bénéfices nets, je vous ai déjà présenté les marges sur coûts variables. On peut peut-être se pencher un petit peu plus là, sur les coûts fixes. Ce qu'on remarque au niveau des coûts fixes, c'est que ils sont plus élevés en production bio, principalement parce que ça prend un petit peu plus d'équipements, des équipements de désherbage, des choses comme ça qui reviennent, qui font monter un peu les coûts. Puis aussi, il y a le coût là, de la certification biologique qui est inclus dans nos coûts fixes. Fait que si on regarde au niveau des bénéfices nets, ben il y a seulement les entreprises biologiques en zone 2 qui obtiennent des marges nettes positives avec 717 $ là, par hectare pour l'entreprise sans animaux, puis 127 $ par hectare pour l'entreprise avec animaux. Donc, si on se penche un petit peu, là, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais on peut regarder c'est quoi le constat puis le diagnostic de tout ça. Bien, ce qu'on voit, c'est que les forces en biologique, c'est qu'on a des prix de vente des grains qui sont élevés. On élimine aussi tout ce qui est les charges de pesticides. Puis on a une excellente marge sur coût variable là, pour certaines cultures, là, comme le canola, le chanvre, le soya, on obtient des excellents résultats. Puis on voit que en zone 2, le fait de produire en bio, ça peut nous aider à augmenter notre rentabilité. Au niveau des faiblesses, par exemple, c'est qu'en bio, pour l'instant, il y a encore une diminution quand même assez considérable là, des rendements. Les méthodes de contrôle des mauvaises herbes, c'est aussi dispendieux. Plus dispendieux qu'utiliser des pesticides. Là. Ça prend des passages de désherbage mécanique ou des couverts végétaux. Les marchés sont éloignés de la région. Ça, c'est un enjeu autant en conventionnel qu'en biologique. Là. Pour vendre nos grains, ça coûte cher de transport pour descendre les grains aux acheteurs dans le sud de la province. Il y a une faible marge sur coût variable obtenue par la culture de céréales. C'est encore plus vrai en zone 3 parce que les rendements sont moins élevés. Il y a une augmentation des coûts fixes puis des amortissements. Les entreprises sont de petite taille, ce qui nous nuit, là, dans le fond, quand on remet nos coûts par hectare, ben, dans le fond, on amortit nos coûts fixes sur moins d'hectares. Au niveau des opportunités, il y a un haut potentiel de rentabilité pour des cultures qu'on connaît déjà, comme le soya puis le canola. Ensuite, on peut développer ou intégrer des marchés spécialisés, comme par exemple dans le chanvre, ce qu'on fait déjà, on pourrait le faire dans d'autres cultures. On pourrait organiser le transport hors ferme pour que ça revienne plus avantageux pour le producteur. Optimiser les rotations puis les pratiques culturales, acheter ou convertir des terres puis améliorer les rendements. Puis au niveau des menaces pour les producteurs qui font la conversion vers le biologique, bien c'est qu'il y a peut avoir une baisse de revenus durant la transition.
Des fois, il y a des manques de leviers financiers pour permettre d'atteindre une efficacité technique et économique. Puis des fois, il peut y avoir une mauvaise communication entre les acheteurs, les producteurs puis les fournisseurs sur les enlignements de où vont la production, la disponibilité des semences ou ce genre de choses. Donc, ce que je veux que vous reteniez de cette présentation-là, c'est pas que faire des grains en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas payant. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel. C'est juste qu'il faut se donner le temps puis les ressources pour y arriver. Fait que ce que je me suis amusée à faire pour terminer, c'est que j'ai regardé si on apporte quelques petits changements à ce qu'on fait actuellement, est-ce qu'on peut améliorer nos revenus? Donc, dans l'exercice que j'ai fait 3 changements. J'ai augmenté les rendements des produits en biologique au même niveau que les rendements en production conventionnelle. Pour le chanvre et le grain mélangé, vu que, bon, il ne s'en fait pas vraiment en conventionnel, j'ai juste augmenté les rendements de 20 %. J'ai remplacé la culture la moins payante du modèle par la culture la plus payante. Donc, j'ai mis du canola dans les modèles qui étaient la culture la plus payante. Puis, j'ai augmenté les superficies en culture de 100 hectares pour chacun de nos modèles. Fait que ce qu'on obtient, c'est des entreprises, vous voyez, là, qui sont plus grandes. L'entreprise biologique en zone 2, 100% végétal, est rendue à 350 hectares, l'autre 250, 300, 200, et ainsi de suite. Puis, ce qu'on voit avec ces 3 petits changements-là, c'est que maintenant, les bénéfices nets sont tous positifs. Pour l'entreprise biologique végétale en zone 2, on est à 900 $ par hectare. L'entreprise biologique végétale en zone 3, on est à 91 $ par hectare. L'entreprise biologique avec animaux en zone 2 à 763 $ par hectare, puis l'entreprise biologique avec animaux en zone 3 à 291 $ par hectare. Donc, comme vous voyez, beaucoup de travail à venir pour améliorer la production, mais également beaucoup de potentiel. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Terrien. Donc, nous allons présentement passer à la période de questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via l'outil questions-réponses au bas de la page. Et le webinaire sera effectivement disponible en rediffusion sur notre page web de l'URDAT au cours des prochaines semaines si vous avez manqué quelques segments au cours de la dernière heure. Donc, j'invite maintenant les conférenciers, à pardon. Je reprends. J'invite nos conférenciers et nos conférencières à se joindre à moi. Donc, au niveau des questions, une question qui s'adresse à M. Epul. Comment ces résultats pourraient-ils être utilisés pour informer les agriculteurs et les décideurs politiques sur les stratégies d'adaptation face au changement climatique? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question assez intéressante et pertinente. Là, déjà, ces résultats ont de pertinence au niveau des décideurs et au niveau des fermiers. Mais c'est très, très important à clarifier 2 choses. Je pense que l'implication, par exemple, surtout ici en Abitibi-Témiscamingue, peut être formée en 2 façons. Premièrement, on peut regarder le processus d'adaptation au changement climatique comme un processus. Parce que qu'est-ce que les résultats nous disent? Les résultats nous disent que les variables les plus importantes qui déterminent la vulnérabilité de cultivation de l'orge, c'est quoi? Ce sont des variables socio-économiques comme la pauvreté et le taux d'alphabétisation. Donc, c'est très important de mettre en œuvre un processus de mieux comprendre ces variables-là. Donc, adaptation comme processus. Peut-être une enquête au niveau des fermiers partout au Québec, pour toutes les régions, pour nous permettre d'avoir les données qui sont reliées à différents contextes spécifiques qui vont nous permettre de savoir, pour chaque région, par exemple, quels sont les proxys de la capacité d'adaptation qui sont les plus importants. Donc, premièrement, il faut avoir ce processus-là. Parce qu'on ne peut pas prendre ce qui se passe à Montréal ou à Montérégie et on ne peut pas l'implémenter ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on doit avoir ce processus qui va nous donner des données spécifiques pour chaque région. Deuxièmement, si on a ces informations maintenant, on pouvait, ces constatations doivent se baser sur ce que Mme Stéphanie avait dit, un processus de co-création, c'est-à-dire les entreprises doivent être là, doivent participer. Comme ça, ces résultats, ces données vont être une réflexion de la réalité.
Si on a ces informations maintenant, et si j'utilise les sorties de notre étude, on pouvait améliorer l'accès aux informations, par exemple. Parce que quand on parle du taux de l'alphabétisation, c'est pas juste les gens ils comprennent, ils peuvent lire, mais est-ce qu'ils ont accès à l'information? Est-ce qu'ils ont accès à la formation? Est-ce que quand il y a des chocs climatiques, la plupart des fermiers ou des entreprises qui sont la plupart du temps les petites et moyennes entreprises ont accès aux moyens d'avoir des intrants qui sont résistants au changement climatique, ainsi de suite. Donc voilà les enjeux. Donc grosso modo, la réponse est un processus de co-construction pour mieux comprendre les indicateurs socio-économiques qui déterminent la vulnérabilité, mais aussi d'inclure tous les fermiers et de valoriser la formation, l'information, accès aux intrants. Merci beaucoup. Très intéressant, merci. On a une question pour Catherine Terrien qui vient de Caroline Bouffard. Donc, elle nous dit « Bonjour Catherine, en zone 2, le bilan financier est supérieur sans animaux. Est-ce que c'est bien cela? Comment l'explique-t-on? Avec l'utilisation du fumier dans les cultures végétales, on aurait pu s'attendre au contraire. Merci. » Effectivement, en zone 2, par exemple, il est supérieur. Je pense que Caroline parlait peut-être en zone 3. Comment qu'on l'explique en zone 3, c'est que nos entreprises sont de petite taille. Donc, malgré qu'ils baissent leur coût de fertilisation, ils font certains travaux à forfait, ce qui augmente beaucoup leur coût. Donc, au final, là, on arrive avec des marges qui sont inférieures à celles avec animaux, mais c'est plus une question là, de taille d'entreprise puis de modèle, tout simplement. Merci beaucoup. Une question maintenant pour Mme Lavergne. Est-ce que c'est possible, si quelqu'un qui nous écoute présentement voudrait se joindre au réseau, comment on s'y prend? Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à quiconque voudrait se joindre? Oui, ben en fait, le réseau, on a de la place en fait pour 15 entreprises. À l'heure actuelle, on a 13 entreprises qui font partie du réseau. On cherche d'ailleurs des entreprises en Abitibi. Donc, c'est un appel à tous. C'est un appel à tous. Pour ce faire, vous pouvez soit me rejoindre par courriel ou Catherine, puis à ce moment-là, on vous transmet le formulaire de participation au réseau de ferme. Merci beaucoup. Donc, avis à tous, ils sont à la recherche de participants. Donc, une autre question pour M. Epul. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques émergentes de cette étude pour atténuer les effets néfastes des changements climatiques, oui, des changements des précipitations saisonnières sur la culture de l'orge, plus précisément? Oui, certainement. C'est une très bonne question. Là, déjà, oui, une des implications de ces résultats, c'est qu'on a noté qu'il y a une réduction des précipitations quand on quitte le sud du Québec vers l'est et vers le nord. Déjà, c'est quelque chose qui est très important. Donc, en se basant sur cette information, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Donc, je pense que ce qu'on peut faire, par exemple, inclure une situation ou un scénario qui augmente l'accès aux entrants, par exemple, aux cultivateurs ou l'information. Parce que là, quand il y a des stress climatiques, c'est-à-dire quand il y a une réduction, par exemple, de la saison des cultures, des loges, par exemple, qu'est-ce que les cultivateurs peuvent faire? Les types d'intrants qu'ils peuvent utiliser. Est-ce qu'ils peuvent utiliser les intrants qui peuvent s'adapter, qui peut s'adapter à la nouvelle saison des cultures? La plupart du temps, les entreprises ont des expériences, c'est-à-dire ils savent que pour cultiver l'orge, il y a une saison qui est assez claire, comme on a présenté. Mais quand il y a des stress climatiques, il peut arriver que la saison de culture arrive avant ou après. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, premièrement, il doit avoir accès aux intrants, aux engrais ou aux épinières qui sont adaptés à ce type de changement climatique. Donc, en anglais, on dit drought resistant species ou des espèces qui peuvent grandir à un temps plus court que d'habitude. Mais ça, ce n'est pas facile la plupart du temps parce que ces entreprises n'ont pas souvent des moyens. Donc, comme je disais, ça sera important de ne pas juste donner les chèques comme ça, mais de créer une situation de formation, information et améliorer l'accès à ces genres d'entrants.
surtout dans les régions périphériques comme ici en Abitibi-Témiscamingue. Merci. Merci beaucoup. Une question pour Mme Therrien. Est-ce qu'il y a des tendances émergentes ou des pratiques innovantes identifiées dans l'étude dont vous nous avez parlé qui pourraient améliorer la rentabilité des entreprises agricoles? Bien, je pense que comme on l'a vu dans l'étude, au-delà d'augmenter les rendements, c'est beaucoup aussi avec quelle culture on travaille. C'est sûr que les cultures émergentes, il y en a qui ont vraiment beaucoup de potentiel pour être comme plus payantes. Là, si on regarde, si on pouvait trouver une façon d'intégrer le canola, peut-être de la cameline, d'autres cultures émergentes qui ont un haut potentiel, ça, c'est une option. Sinon, c'est sûr, on fait encore beaucoup de travail conventionnel, ce qui est dispendieux. Tu sais, si on pouvait trouver des façons de réduire notre travail de sol, mais en ayant quand même des bonnes performances puis des bons rendements, ça pourrait être une autre façon d'augmenter nos revenus. Puis sinon, il y a toujours là, peut-être réduire quelques charges comme le transport ou ces choses-là. Donc, plusieurs choses à travailler, puis c'est ce qu'on fait là. On espère avec l'URDAT, là, avec nos recherches, qu'on va trouver des façons plus rentables d'évoluer en production bio. Merci beaucoup. Merci. J'aurais une autre question ici pour Stéphanie Lavergne. Donc, quels sont les prochains défis là, concrètement pour le réseau en Abitibi-Témiscamingue? Oh, c'est une excellente question. L'an dernier, vous l'avez vu, c'était notre année pilote, si on peut l'appeler comme ça. On a testé beaucoup avec les producteurs. C'était notre première année concrète aussi sur le terrain à Catherine et à moi. Catherine qui est aussi notre coordonnatrice de réseau. Puis, dans les défis, ça va être vraiment de s'assurer de la communication et avec le réseau, les producteurs qui en font partie, mais avec les producteurs qui sont à l'extérieur du réseau, puis qui souhaitent aussi innover puis profiter de la recherche qu'on fait dans la région, les producteurs, mais aussi les intervenants, les personnes qui les accompagnent sur le territoire. Donc, je pense que ça va être un de nos beaux défis dans les prochaines années. Merci beaucoup, Mme Lavergne. Donc, on aura encore le temps pour une dernière question. Donc, elle va s'adresser à M. Épule. Monsieur Épule, pouvez-vous nous expliquer quels sont les défis potentiels auxquels les agriculteurs, les agricultrices pourraient être confrontés en raison, c'est ce que j'ai posé tout à l'heure comme question, hein? En fait, la question qui suit, y a-t-il des recommandations spécifiques émergentes de cette étude pour atténuer les effets? C'est aussi une question qui a été posée. Donc, finalement, pour toutes les questions qui vous étaient adressées ont été posées. Je suis désolée. Donc, c'est ce qui va mettre un terme à ce webinaire de recherche en grande culture biologique. Je remercie chacun des conférenciers et conférencières qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Pour toutes les questions supplémentaires, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi va être fait dans les meilleurs délais. Et l'enregistrement sera également disponible, comme je vous le rappelais tout à l'heure, sur le site web de l'URDAT qui s'affiche également à l'écran. Alors, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous écouter. Merci encore également à tous nos conférenciers, nos conférencières et à l'équipe ici présente en studio. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Parce qu'on a apprivoisé la glace et la chaleur. Parce qu'on sait que la montée n'est pas toujours facile et que le raccourci n'est pas toujours celui qu'on croit. Parce qu'on a souvent fait face à de nombreux obstacles, mais que c'est pas ça qui nous a arrêtés. Parce qu'on est curieux et qu'on aime être dans l'action. Parce que nos sociétés ont besoin d'outils pour faire face aux plus grands défis d'avenir. Parce que nous croyons que l'éducation est essentielle pour la réconciliation. Parce que nous jugeons important de participer au développement de nos communautés. Parce que nous avons le talent qui nous permet d'être des leaders mondiaux dans plusieurs domaines. Parce que nous contribuons ensemble à bâtir un monde prospère, inclusif et novateur. Parce qu'on est de nature humaine, créative et audacieuse. Parce que c'est le temps de passer à l'action pour que nos rêves deviennent réalité. Je tire ce que je vais faire maintenant. Parce que c'est le temps de bâtir l'avenir maintenant.